finalement, l'argument massu des vaccinolâtres, c'est-à-dire des gens qui sont des idolâtres de cette technique-là, des dogmatiques en fait, est l'argument altruiste. Ah, altruiste. Tiens. Ça, c'est la botte de Nevers, on dit en français. La botte de Nevers, peut-être ça vous parlera. C'est la botte de Nevers des vaccinolâtres qui consiste à revenir à ce qu'on a appelé, nous, en France, le péché culpabilisateur. Le péché culpabilisateur, c'est un concept qui a été utilisé par l'Église pour maintenir son contrôle sur les gens et qui a été abandonné dans les prêches il y a plus de 200 ans. Et ben là, retour au goût du jour, les vaccinolâtres utilisent le péché culpabilisateur, mais il n'y a aucun substratum scientifique. C'est-à-dire que si vous prenez la contagiosité comme endpoint, aucune des études qui a été menée ne montre une diminution de la contagiosité. Comment vous pouvez dire que c'est altruiste? Mais altruiste pour qui d'ailleurs? Altruiste pour les 1 pour 100 000 qui vont faire un accident de choc anaphylactique au moment de l'injection? Altruiste pour les 2,8% dans le rapport d'étape du CDC aux États-Unis sur les 5 premiers jours d'injection de l'ARN messager qui montrent qu'il y a des effets secondaires chez 2,8% des gens, c'est absolument considérable, effets secondaires qui induisent un arrêt de l'activité quotidienne, une consultation chez le médecin ou à l'hôpital et un arrêt de travail. C'est-à-dire, c'est pas juste avoir un peu mal au crâne, hein, c'est être sur le flanc, quoi, hein, et qui se borne à 5 jours. Altruiste pour qui? Pour les femmes et les hommes en âge de procréer, chez qui Wolfgang Wodarg et Michael Yeadon, qui sont deux médecins, l'un qui est député en Allemagne et l'autre qui a été directeur de recherche chez Pfizer, il devrait quand même nous mettre la puce à l'oreille, et qui disent, attendez, il faut mettre un moratoire sur ces vaccinations et cette recherche vaccinale sur le SARS-CoV-2. Pourquoi? Parce que la cible vaccinale est la protéine qu'on appelle Spike. Spike, c'est la protéine d'enveloppe, qu'on appelle protéine S aussi, qui permet d'entrer dans le récepteur ACE2, et maintenant un deuxième récepteur qui s'appelle la neuropiline, et qui permet l'entrée du virus dans la cellule. Et donc on cherche à faire faire des anticorps au corps contre cette protéine. Sauf que il existe une homologie de séquences nucléotidiques, c'est-à-dire en termes de matériel génétique, entre Spike et une protéine qui s'appelle la syncytine. Et la syncytine, c'est quoi? C'est la protéine qui permet la placentation chez l'homme. Ah, tiens. Qui permet aussi la rencontre et la fusion des gamètes mâles et femelles, le spermatozoïde et l'ovocyte. Tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait un risque potentiel que cette injection d'ARN messager aboutisse in fine à une infertilité? Waouh! Et si on prenait le temps de regarder, quelle data j'ai chez Pfizer dans l'AMM conditionnel? Aucune. Puisqu'il n'y a été fait que quelques recherches chez le rat, et que ces quelques recherches chez le rat n'ont pas été testées en termes statistiques, mais aboutissent au fait que chez les rats vaccinés versus les rats non vaccinés, il existe effectivement un doublement, c'est-à-dire qu'on passe en gros de 2% de défaut de nidation à quelque chose comme 5,5% de défaut de nidation, il faudra checker les datas exactes chez le rat, dans le groupe des vaccinés. Et ça n'a pas été testé au niveau statistique. Je ne sais pas vous dire si c'est significatif ou pas. Mais simplement, il y a déjà un warning. Primum non nocere, on dit en médecine. Altruiste pour qui? Altruiste pour les laboratoires pharmaceutiques qui sont exonérés de payer les effets secondaires de cette injection d'ARN messager par les contrats qui ont été passés avec l'agence européenne, avec l'Europe. Et ce qui fait, qui est-ce qui va payer? Un fonds national de dédommagement, donc vous et moi, avec nos impôts. Pardon? Ça veut dire que celui qui a développé cet ARN messager à visée immunogène, en fait, ne doit pas payer les pots cassés de ce qu'il a construit. Vous imaginez bien que peut-être il n'aura pas eu le même soin à le construire s'il le sait déjà à l'avance. Si vous êtes responsable, vous faites attention. Si vous êtes irresponsable, il est probable que vous fassiez n'importe quoi. Donc, altruiste pour qui? On peut se poser la question. Hein. Moi, je vous invite à questionner ça. Altruiste pour les familles des gens en EHPAD qui vont recevoir, qui vont signer des consentements où finalement l'information qui a été donnée n'est ni claire, ni loyale, ni appropriée, ni même conforme aux données de la science. De quoi est en train de se rendre coupable notre gouvernement, nos ARS, etc. De quelque chose qui s'apparente, ni plus ni moins, à de la recherche sans consentement, ce qui avait été condamné, vous vous souvenez, par les procès de Nuremberg, quant aux médecins nazis, qui a été recondamné ensuite dans ce qu'on a appelé les sacrifiés d'Alabama aux États-Unis, qui était cette recherche qui avait été menée chez des gens porteurs de la syphilis,
chez qui on avait trouvé qu'il existait un traitement, qui en l'occurrence était la pénicilline, qui a été trouvée pendant la guerre, et on a continué pendant 20 ans à faire de la recherche chez ces gens en laissant évoluer leur maladie pour voir l'histoire naturelle de la maladie. Ça a donné lieu à un scandale sans précédent qui s'est appelé les sacrifiés d'Alabama et qui a permis de poser ce qu'on appelle les règles de la bioéthique et les principes fondamentaux de l'éthique de la recherche biomédicale. Et ces principes fondamentaux ont été posés par Childress et Beauchamp, qui ont écrit qu'il fallait l'autonomie, c'est-à-dire que le patient devait être autonome et donc avoir le droit de refuser, et y compris un traitement ou une recherche qui mette en cause sa santé. Et aujourd'hui en France, il y a des textes de loi qui ont presque valeur constitutionnelle, qui normalement garantissent les patients contre l'arbitraire du roi. Et la loi du 4 mars 2002, qui a été renforcée en 2008, qui dit « Vous pouvez refuser une chimiothérapie, et y compris si ça vous met en danger. Vous devriez pouvoir refuser une injection d'ARN messager, et y compris si elle vous met en danger. C'est votre liberté. » Et donc, nous devons revenir à ce point clé de l'autonomie et de la liberté. La deuxième autonomie, c'était la bienfaisance. Il fallait être sûr que le traitement qu'on met en route soit bienfaisant. Et la non-malfaisance de l'autre côté, qui ne fasse pas de dommages imprévus. Et bien évaluer la non-malfaisance. Parce que si on concatène l'idée des droits sociaux à l'idée de cette injection d'ARN messager ou d'une quelconque vaccination, nous sommes dans la malfaisance. Et enfin, l'idée d'équité, c'est-à-dire que tout le monde devait pouvoir accéder de la même façon à ce traitement ou pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites certains peuvent accéder et d'autres seront déclassés socialement s'ils ne peuvent pas y accéder, vous n'êtes pas dans l'équité. Donc vous êtes dans le non-respect des règles de Nuremberg, des règles de la bioéthique et des principes de l'éthique médicale. C'est extrêmement choquant. Et je crois qu'il faut regarder ça en face. Nous sommes en train de fouler aux pieds ce qui avait été mis en place par les anglo-saxons, c'est-à-dire l'habeas corpus et la Magna Carta, vous prémunir contre l'arbitraire du prince. Altruiste pour qui? Enfin, je vais juste finir sur ce sujet-là. Pour les plus de 80 ans qu'on vaccine en EHPAD aujourd'hui, alors même que je viens de vous dire que chez les plus de 75 ans, on n'avait pas de données pour savoir si c'était toxique ou utile, alors même que c'est des gens qui parfois sont en fin de vie, et donc... En fait, pourquoi on leur injecte ça? Pour leur éviter d'avoir le Covid, mais ils auront la grippe ou ils auront autre chose et ils vont mourir de toute manière vu leur espérance de vie dans quelques temps. Est-ce qu'il ne faut mieux pas prendre soin d'eux pour de vrai? Altruiste pour tous les gens qui seront vaccinés tous les 3 mois, puisque une autre de ces éléments dans les données dont on dispose, c'est de ne pas savoir si cette injection d'ARN va être encore efficace contre des variants. Pendant très longtemps, les autorités sanitaires en France ont prétendu qu'il n'y avait pas de variants et pas de mutants. Aujourd'hui, l'évidence s'impose à tous. Vous avez un mutant anglais, vous avez un mutant sud-africain, vous avez des mutants de partout. L'IHU et Didier Raoult le disaient depuis des mois et les avaient séquencés et l'avaient montré que la deuxième épidémie était un variant Marseille 4 qui n'avait quasiment rien à voir avec le premier variant sur la première épidémie. Et donc aujourd'hui, on vous dit « Non, mais c'est pas grave. Pfizer sait refaire un vaccin en moins de 15 jours. » En moins de 3 semaines. C'est très simple à faire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recevoir une injection tous les 3 mois. Vous n'êtes pas du bétail. C'est complètement aberrant. C'est une illusion, en fait, de vouloir se prémunir contre la vie. C'est en fait une stratégie qui est complètement idiote. Ensuite, altruiste pour qui? Si on prétend que l'immunité collective est atteinte à partir de 80% de la population qui serait avec cette immunité artificielle, puisque l'OMS a oublié dans son vocabulaire désormais, l'a rayé de la liste, l'immunité naturelle. Si vous vaccinez 80% des gens déjà, il y a 20% des gens qui seront d'irréductibles gaulois, qui refuseront de toute manière, des plus de 20 ans. Vous allez vous retrouver avec 90% d'efficacité si on en croit Pfizer, et on sait qu'elle n'est pas vraie, elle n'a pas été testée chez les gens qui ont des facteurs de risque, et les gens qui ont des maladies immunitaires, des cancers, etc., qui sont les personnes à risque de faire des formes graves. Ça n'a pas été testé chez eux, donc l'efficacité ne sera jamais de 90% chez ces gens-là, sinon, voilà. Sinon, il l'aurait fait. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on compte la population, vous aurez moins de 55% d'immunité collective. On n'atteint même pas ce qu'il faut pour arriver à l'objectif d'immunité collective et d'immunisation altruiste. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mathématiquement, vous allez devoir vacciner les enfants dès la naissance. Les enfants ne sont pas malades, ils ne sont pas vecteurs, ils ne sont pas contaminants. Même avec les enfants, vous arriverez au mieux à 72% ou 70% d'immunité artificielle.
Donc en fait, c'est une stratégie qui est idiote et l'OMS commence à la reconnaître. Elle dit le vaccin pourrait ne pas être de nature à permettre de stopper l'épidémie. Pourquoi on fait ça? Si ce n'est pour le profit des grandes entreprises vaccinales et du médicament. Mettez le même argent dans des soignants, des services de réanimation qui tournent, du matériel, permettre aux médecins de prescrire ce qu'ils doivent prescrire, c'est-à-dire toutes ces thérapeutiques dont il se fait jour de publication en publication qu'en fait, elles sont utiles et efficaces.